Ça faisait longtemps qu'on l'attendait, le moment est enfin arrivé et pourtant, la contre-offensive ukrainienne contre l'envahisseur russe tarde à se mettre en marche. Plusieurs mois que les médias l'annonçaient, nous y compris. On voyait des indices ci et là, des petites opérations de sabotage, des attaques contre des dépôts de carburant et de munitions, des alertes au bombardement en Crimée et même des excursions ponctuelles sur le sol russe, notamment dans l'oblast de Belgorod. Sans oublier la résistance féroce des troupes ukrainiennes à Bakhmut. Mais toujours pas d'opération de grande envergure. Début juin 2023, les chars allemands Léopard ou les blindés Made in USA Bradleys n'étaient toujours pas déployés sur le théâtre des opérations. Aujourd'hui, on est vraiment à un point de bascule. Tout porte à croire que cette contre-attaque devrait démarrer dans les prochains jours. C'est pour ça que chez Diplo, on s'est posé la question de savoir pourquoi la contre-offensive a été retardée. Quels sont les moyens à disposition des forces ukrainiennes pour mener cette opération à bien? Déjà, on va écouter le secrétaire d'État des USA, Antony Blinken. The Kremlin often claimed it had the second strongest military in the world, and many believed it. Today, many see Russia's military as the second strongest in Ukraine. Il a quand même l'art de la punchline. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette fameuse contre-offensive? Mort, souffrance, deuil, désespoir, gâchis, crimes de guerre, destruction. Les conséquences de la guerre en Ukraine sont tragiques et on ignore quand est-ce qu'elles vont prendre fin. Le problème de l'Ukraine, c'est qu'avec l'atrophie de son économie, les déplacements forcés de population, la mobilisation de l'appareil productif et les pertes en vies humaines, morts et blessés confondus, ça devient de plus en plus difficile de soutenir l'effort de guerre. Donc face au délitement progressif de ses capacités de défense, l'Ukraine n'a d'autre choix que de tout miser sur une contre-attaque à grande échelle pour bouter l'envahisseur russe dehors, ou alors au moins pour forcer le Kremlin à négocier. C'était l'un des scénarios que l'on avait prédit dans cette vidéo en haut à droite. Donc cette contre-offensive, pourquoi est-ce qu'elle a mis tant de temps à se mettre en place? Déjà, c'est pas forcément le plus évident, mais la météo a joué un facteur déterminant. En 2023, les sols ukrainiens a mis plus de temps à dégeler à la fin de l'hiver. Du coup, la boue, qui est très caractéristique des campagnes ukrainiennes, a duré plus longtemps. Forcément, les troupes au sol ont été limitées dans leur mouvement. Et c'est pas pratique pour prévoir des opérations éclairs. Après, ça joue aussi contre les Russes, mais le plus pénalisé dans cette histoire, c'est celui qui attaque. Et maintenant, ça devrait être l'armée ukrainienne. La Russie peut très bien décider de consolider ses positions et de repousser les assauts ennemis dans une sorte de guerre de tranchées. En tout cas, ça rappelle la tactique russe du général Iver, qui avait été décisive dans la déroute des armées napoléoniennes en 1812 et allemandes entre 1941 et 1944. Un autre facteur pour expliquer le retard de la contre-offensive, c'est le retard accumulé dans la formation des soldats ukrainiens au maniement des armements occidentaux. En fait, ces derniers mois, des dizaines de milliers de soldats ukrainiens sont allés s'entraîner dans des pays membres de l'OTAN. Forcément, ça prend du temps d'apprendre à opérer les blindés Stryker et Bradleys, les canons César, les obusiers Paladin, les chars Léopard et Challenger, etc., etc. On reviendra plus tard sur la question des armements. Le fait est que la formation a pris plus de temps que prévu. Et puis, il y a aussi eu les retards de livraison d'armements occidentaux. Et c'est probablement le facteur le plus décisif. Soit ils arrivent en retard, soit ils sont pas encore arrivés. Par exemple, sur les quelques 300 chars promis par les pays alliés, dont le Léopard 2 conçu en Allemagne, seule une centaine environ avaient été livrés à la mi-mai. Et sur les quelques 700 blindés légers, comme les Bradley, seuls 300 environ sont arrivés en Ukraine. C'est donc logique que si les plans de la contre-attaque prévoyaient plus de véhicules sur le terrain, le commandement militaire ukrainien n'est pas encore prêt à donner le feu vert à l'opération. Et il n'y a pas que les armements, la livraison de munitions a aussi été plus lente que prévu. D'après un parlementaire ukrainien, l'Ukraine tire quand même entre 6000 et 8000 obus par jour. Donc si les Ukrainiens veulent lancer leur contre-offensive, ils doivent d'abord accumuler assez de munitions pour ne pas risquer d'en manquer en pleine opération reconquête. Au problème des retards de livraison, faut aussi ajouter le défi absolument titanesque de la logistique.
Souvent sous-estimée, elle est absolument cruciale dans l'atteinte des objectifs militaires. Alors pourquoi est-ce qu'on pense qu'elle fait défaut à l'armée ukrainienne? En livrant tant de matériel et d'équipements sans se concerter au préalable, les Alliés ont aussi fait un beau cadeau empoisonné à l'Ukraine. Parce que même si l'armée ukrainienne est à présent très bien équipée, tous ces armements sont différents les uns des autres et nécessitent un entretien, un maniement et un approvisionnement différents. Ça devient vite chaotique. La formation des soldats au maniement d'armements aussi variés et l'organisation interne d'une armée avec autant de matos, c'est un cauchemar logistique. Et ce, à tous les niveaux. Munitions, pièces de rechange, mécanique, transport, déploiement, réparation à l'étranger dans certains cas. C'est pas de la tarte. Du coup, pour réussir une contre-offensive, t'as intérêt à la bétonner ton opération. Y a pas de place pour les incertitudes ou les ratés. L'approche actuelle, selon laquelle chaque pays fait don d'un kit d'armes, pièce par pièce, se transforme rapidement en un cauchemar logistique pour les forces ukrainiennes, chaque batterie nécessitant un chaîne de formation, de maintenance et de logistique. Royal United Services Institute, un think tank britannique spécialisé sur les questions de défense et de sécurité. De nombreuses armées occidentales ukrainiennes attendent d'être réparées loin des lignes de front. Les pièces d'artillerie doivent être amenées à des centaines de kilomètres du champ de bataille pour être réparées sur le territoire de l'OTAN. Maintenant qu'on a compris le pourquoi du comment du retard de la contre-offensive, quels sont les atouts que possède actuellement l'armée ukrainienne pour déclencher cette opération? On entre dans le jeu du sujet. La carotte et les bâtons. On sent quand même qu'il y a de l'effervescence et de l'optimisme côté ukrainien, surtout quand on lit des nouvelles comme celle-ci. 2 juin 2023, guerre en Ukraine. Les légionnaires russes pro-Kiev poursuivent les combats dans la région russe de Belgorod. 30 mai 2023. Avec l'attaque des drones, l'Ukraine rapproche Moscou du front. Plusieurs drones ont été abattus mardi au-dessus de Moscou. Illustration de la plus flagrante à ce jour que la capitale russe n'est pas épargnée par la guerre en Ukraine. L'objectif de ces opérations est double. D'une part, elles contribuent à saper le moral des Russes et à éroder le leadership de Poutine. Même les chaînes de télé publiques ont critiqué le Kremlin pour avoir délaissé les zones frontalières. Ensuite, le but militaire, c'est de forcer l'armée russe à concentrer son attention et ses ressources sur d'autres problématiques, en espérant qu'elle délaisse certains objectifs stratégiques sur le front ukrainien. En plus, la Russie n'a aujourd'hui pas les capacités de sécuriser les 1300 km de front. L'armée russe devra choisir les sites où le risque d'une attaque ukrainienne est plus élevé pour renforcer les défenses. Tout ça, ça donne un léger avantage aux Ukrainiens. L'objectif est de faire croire à l'autre des choses qui n'arriveront pas. Joseph Enrotin, chargé des recherches au Centre d'analyse et des prévisions des risques internationaux. En plus, ça fait déjà plusieurs mois que l'armée ukrainienne prépare cette opération. Et on ne parle pas uniquement de la préparation de ses propres troupes, on parle aussi des dégâts infligés à l'ennemi. Depuis le début de l'année, les Ukrainiens n'ont eu cesse d'attaquer des installations critiques pour la Russie, comme des centres logistiques en arrière-ligne. Pour atteindre ces objectifs parfois très éloignés de la ligne de front, ils ont eu recours aux HIMARS, aux bombes téléguidées GSLDB, dont la portée atteint les 150 km, et plus récemment aux missiles franco-britanniques Storm Shadow. On recense aussi l'utilisation de drones piégés de petits gabarits. Grâce à ces attaques ciblées, l'armée ukrainienne a détruit plusieurs dépôts russes de carburant et de munitions, mais aussi des postes de commandement, des casernes et des bâtiments administratifs, parfois même sur le sol russe. Ils ont beau avoir fragilisé l'arrière-ligne de l'armée russe, ça signifie pas pour autant que les Ukrainiens sont prêts à lancer la contre-attaque. Ils doivent encore composer avec les difficultés logistiques qu'on a évoquées plus tôt, mais aussi avec l'usure des troupes, épuisées par plus d'1 an de conflit de très haute intensité. Si une contre-offensive devait se dérouler prochainement, elle se doit de prendre en compte ces contraintes spécifiques. On t'explique. Percer les fronts ou serrer tranchées. On vous en a déjà parlé plein de fois sur cette chaîne, l'armée russe fait face à de réelles difficultés sur le terrain. Des milliers de morts et de blessés, des chars et des blindés détruits par centaines, des dizaines d'hélicos et d'avions de chasse neutralisés. Moscou avait prévu des pertes, mais pas aussi nombreuses. Les Ukrainiens, eux, reçoivent de l'aide militaire en très grande quantité. L'année dernière, ils recevaient des T-72 de l'ère soviétique, des pays de l'ex-URSS passés au bloc occidental. Aujourd'hui, ils reçoivent des léopards allemands, des Abrams de l'armée US et des Challenger britanniques. Niveau blindés, ils peuvent miser sur les Bradley et les
les strikers nord-américains dont les défenses anti-chars sont très efficaces. Donc il y a quand même une différence entre se faire livrer d'anciens armements qui remontent à la guerre froide et des armements plus récents et plus modernes que les armées occidentales les plus puissantes ont développés pour leur propre défense. Obusiers automoteurs, munitions calibre OTAN, missiles air-sol à longue portée comme le Storm Shadow franco-britannique, missiles sol-air Sea Sparrow pour abattre les chasseurs russes ou leurs missiles de croisière. Et finalement, le tant attendu soutien aérien. Les alliés de l'Ukraine pourraient lui donner 5 ans F-16. C'est exactement le nombre de F-16 dont l'Ukraine a besoin en ces moments. Donc, comment est-ce que l'armée ukrainienne compte utiliser tous ces armements pour lancer sa contre-offensive? Déjà, concernant le F-16, on y dédiera une vidéo à part entière. Donc, si t'es pas encore abonné, fais-le pour pas en perdre une miette. Bref, on n'est pas des stratèges militaires et on n'a pas de taupe au sein du commandement militaire ukrainien. Donc, on va pas s'amuser à essayer de prédire le déroulement exact de la contre-offensive. Mais à en juger par le type d'armement que les troupes ukrainiennes reçoivent, on peut se faire une petite idée du plan d'ensemble. On s'est surtout basé sur les avis des experts militaires et des rapports de renseignement publics. D'ailleurs, petit aparté, mais vous vous souvenez certainement de cette histoire-là. Guerre en Ukraine. Fuite des documents classés top secret. Le Pentagone enquête pour trouver la taupe. Ces documents classés top secret donnent les renseignements précis sur la stratégie des États-Unis et de l'OTAN en Ukraine. L'enquête doit déterminer comment ils ont pu fuiter sur les réseaux sociaux. Tout ça à cause d'un pseudo-siffleur d'alerte qui voulait impressionner ses copains sur les réseaux sociaux. En plus, ça montre à quel point les infos confidentielles compilées par les agences de renseignement états-uniennes sont poreuses. Du coup, c'est hautement probable que le haut commandement ukrainien a dû modifier ses plans. Donc, avec une armée de terre suréquipée, beaucoup prédisent que la contre-offensive aura probablement lieu contre des fortifications russes très solides dans le but de briser la ligne de front en deux et permettre une percée d'encerclement. Les chars Léopard et les véhicules blindés de transport de troupes pourraient donc être lancés à l'assaut des zones à proximité de Melitopol, Berdiansk, voire Mariupol, plutôt que de cibler le Donbass comme ce fut le cas jusqu'à présent. Cette contre-offensive pourrait démarrer depuis l'oblast de Zaporizhzhia. Le commandement russe et les troupes au sol ont réalisé les chances de réussite d'une telle opération et commencent à s'y préparer. 27 avril 2023. La Russie se terre alors que l'Ukraine se prépare à attaquer. Les forces anti-chars près de la ville occupée de Poloi, dans le sud-est de l'Ukraine, s'étendent sur 30 km. À l'arrière se trouvent des rangées de barricades en béton en dents de dragon. Plus loin se trouvent des tranchées défensives où les troupes russes seront positionnées. Depuis plusieurs mois, la Russie est en train de construire dans le sud de l'Ukraine sa propre ligne Maginot. Cette nuée de points gris que vous voyez à l'écran, ce sont toutes les fortifications russes qui ont déjà été repérées par des informateurs sur le terrain ou des satellites. Le commandement russe est tout à fait conscient du risque d'un éclatement du front près de Melitopol, Berdiansk et Mariupol. Ils se sont donc empressés de sécuriser les zones à risque en y plaçant des mines, des tranchées et des obstacles de lutte anti-chars. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis la Seconde Guerre mondiale. Bon, à part peut-être sur le front entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Alors les chars les plus modernes et les plus puissants parviennent à surmonter les dents de dragon, mais il y a quand même des corps du génie militaire pour avancer devant les chars et détruire ce type d'obstacle. Une fois la zone sécurisée grâce aux tirs d'artillerie, le génie militaire se charge du déminage, de la remise en état des axes routiers, de la construction de ponts et donc de la neutralisation des obstacles anti-chars et des tranchées. Ces équipes sont indispensables dans les guerres modernes, mais leur équipement est très spécifique et on ignore si les soldats ukrainiens ont le matos qu'il faut ou s'ils ont reçu un entraînement adéquat. En gros, ces obstacles, mines, tranchées, etc. empêcheront pas l'armée ukrainienne d'avancer, mais ils vont considérablement la retarder, ce qui aura pour effet de les exposer au risque très élevé d'une riposte en territoire hostile. Personne n'a dit que la contre-offensive allait être facile, ce qui explique pourquoi la préparation a pris plus de temps que prévu. Et puis, l'armée russe, elle n'est pas restée les bras croisés. Elle a profité de la supériorité de son arsenal de missiles pour viser les objectifs militaires qui ralentissent le lancement de la contre-offensive ukrainienne. Ils ont bombardé le siège du renseignement militaire ukrainien et même un dépôt d'armes et de munitions envoyé par l'Occident. En revanche, on n'a pas d'estimation sur l'ampleur des dégâts parce que les deux armées verrouillent systématiquement la diffusion d'informations stratégiques. Alors pourquoi est-ce que malgré tous ces inconvénients, plein d'analystes pensent que les Ukrainiens souhaitent à tout prix briser la ligne de front? Et pour une raison bien précise, la Crimée.
l'Ukraine souhaite briser le front russe pour séparer la Crimée du Donbass. Ça affaiblirait considérablement les positions russes en Crimée qui seraient isolées, l'unique approvisionnement possible venant par la mer. En plus, avec la reconquête progressive des oblasts de Zaporijjia et de Kherson, les Ukrainiens pourraient plus facilement détruire le pont de Crimée qui relie la péninsule à la Russie à travers le détroit de Kertch. La destruction de ce pont et l'éclatement hypothétique du front russe pourraient forcer le Kremlin à négocier face au risque de voir la péninsule reprise par l'armée ukrainienne. C'est pour éviter ce scénario catastrophe, faut dire que la prise serait très symbolique, que le pouvoir russe a pris la décision de faire sauter le barrage hydroélectrique de Novakokhavka. Et qu'importe les conséquences, c'est pas comme si ce barrage permettait d'alimenter la centrale nucléaire de Zaporijjia, la plus grande d'Europe. L'objectif de cette manœuvre, ça réduit considérablement le risque que la contre-offensive ukrainienne puisse traverser le Dniepr entre Zaporijjia et Kherson en direction de la Crimée. En plus, ça dévie l'attention de l'armée ukrainienne qui est forcée de porter secours et d'aider à l'évacuation des populations menacées par les inondations. On compte déjà plusieurs morts. Mais si les Ukrainiens parvenaient quand même à couper la ligne de front et à isoler la Crimée, alors Zelensky serait en position dominante pour forcer les Russes à négocier. Il pourrait même exiger un retrait total d'Ukraine. Ou alors, pour acheter la paix, même provisoirement, il pourrait aussi consentir à laisser la Crimée aux Russes. Mais ça, on ne le saura que l'heure venue. En tout cas, pour l'instant, il a annoncé qu'il irait jusqu'au bout et qu'il souhaitait reconquérir la Crimée. Pour l'instant, c'est encore trop tôt. On ignore si la contre-offensive ukrainienne aboutira à un succès militaire. En tout cas, on est quasiment sûr que le bilan humain sera très lourd. On s'attend à des dizaines de milliers de morts. L'important, c'est d'éviter de nouvelles boucheries comme celle de Bakhmut sur un front beaucoup plus large. Déjà, pour y parvenir, il faudrait que l'armée US accepte de livrer aux troupes ukrainiennes des missiles de précision capables de frapper des cibles à plus de 300 km. Mais pour l'heure, la Maison-Blanche est plutôt réticente. Et à votre avis, pourquoi ? La carte Joker. Les États-Unis sont de loin les plus grands donateurs d'armes à l'Ukraine. Depuis le début de l'invasion, le contribuable états-unien a dépensé près de 40 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine. C'est environ 3 500 000 dollars par heure. Et parmi tout ce matériel cédé à l'Ukraine, il y en a un en particulier qui retient notre attention et qui pourrait changer le cours de la guerre. On vous avait parlé du HIMARS, du F-16, maintenant c'est au tour du US Army Tactical Missile System. Pour l'heure, Washington n'est pas disposé à livrer cet équipement aux Ukrainiens, même si ceux-ci le réclament depuis plus d'un an. Alors pourquoi est-ce que les USA sont réticents ? Selon leur dire, c'est pour éviter toute escalade du conflit. Alors, au point où on en est-ce qu'on en est vraiment à se préoccuper d'une aggravation du conflit ? On observe déjà des excursions ukrainiennes ou des bombardements en Russie, donc difficile d'aller beaucoup plus loin en termes de gravité. En gros, il ne reste plus que les missiles nucléaires. En fait, le Pentagone estime élevé le risque que l'armée ukrainienne utilise ces missiles pour attaquer le territoire russe. Or, c'est justement la dernière étape avant une riposte nucléaire de la part du Kremlin. Et ni l'administration Biden ni le Pentagone ne veulent risquer une telle possibilité. Ils ont bien fait comprendre au Kremlin que toute frappe nucléaire, même tactique, même si ça veut rien dire étant donné qu'elles sont tout aussi dévastatrices, entraînerait une riposte d'une ampleur inédite. Sauf que la doctrine militaire russe suppose que toute atteinte contre les intérêts de la nation ou son territoire justifie une riposte nucléaire. Alors, si vous avez bien suivi, vous vous rappelez sûrement que les Ukrainiens ont déjà en leur possession des missiles franco-britanniques Storm Shadow, dont la portée est supérieure à 250 km. Exact. Et en même temps, pas tout à fait vrai. En fait, le Storm Shadow est très encombrant et il ne peut être tiré qu'à partir d'un avion. Or, l'armée ukrainienne en a très peu à sa disposition. Et ceux qu'elle a sont équipés de radars un peu anciens. En revanche, les missiles tactiques sont beaucoup plus faciles à dissimuler et à déplacer. Et ils peuvent être tirés depuis n'importe où. Les Ukrainiens n'hésiteraient donc pas une seconde à s'en servir contre des cibles militaires, comme des postes de commandement et des dépôts d'armes en Russie. Ça, ou les systèmes de défense en Crimée ou le pont de Kertch, qui relie la péninsule annexée à la Russie. Des missiles difficiles à intercepter puisqu'ils sont furtifs et qu'ils volent 3 fois à la vitesse du son. D'ailleurs, le refus catégorique de Washington de remettre ces missiles à l'Ukraine est étonnant. Les USA souhaitent-ils oui ou non une victoire décisive de l'Ukraine sur la Russie ? Ce serait une humiliation militaire pour le Kremlin, mais qu'importe. On suppose aussi que les USA n'ont pas intérêt à ce que l'Ukraine gagne trop vite, histoire de bien avoir le temps de saigner l'armée russe et de neutraliser une bonne fois pour toutes la menace que représente Poutine. En tout cas, on est clairement en train de traverser une des phases critiques de cette guerre. Maintenant, à toi, les
Ukrainiens vont-ils réussir à casser le front en deux? La Crimée est-elle réellement un objectif militaire? S'agit-il uniquement de forcer les Russes à négocier ou est-ce juste une tentative de diversion? Les USA finiront-ils par livrer leurs missiles tactiques à l'armée ukrainienne? Laisse-nous ton avis dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, like, abonne-toi et partage, et à très vite pour plus d'actu sur le monde.